Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Club Média 7. Dérapage dans le reversement des agents dans la fonction publique, célébration de la fête nationale vaudou et bilan du président Obama. C'est l'essentiel de l'actualité que nous allons écumer avec Basile Tibozo. Basile est directeur de publication du quotidien Le Challenge et en même temps président du CNPA. C'est quoi le CNPA? Bonsoir, c'est le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. En face de Basile, Donclam Abalo, il est directeur de Soleil FM. Bonsoir, Donclam. Bonsoir, Mesmer, bonsoir, Basile, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir, voilà, et tout de suite, nous allons sur la revue de presse. La revue est signée Ricardo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Divers sujets ont fait la une des quotidiens parus la semaine écoulée. La presse nationale est revenue sur les dernières décisions issues du Conseil des ministres tenu mercredi dernier. Entre autres questions abordées, l'audit des effectifs de la fonction publique, comme l'évoque ici le journal du service public. Dans le relevé du Conseil des ministres publié dans le quotidien La Nation, il est révélé que l'effectif de la fonction publique s'est accru de 40 500 agents en 2005 à 73 000 agents en 2015. Notamment par l'effet des reversements en qualité d'agents contractuels de l'État de plus de 30 000 personnes sans statut. Des reversements dans lesquels le gouvernement a noté des dérapages. Relisant minutieusement les décisions du Conseil des ministres, l'autre quotidien fait constater que face aux dérapages observés dans le reversement des agents dans la fonction publique, le gouvernement envisage un audit des effectifs. Puisque découvre-t-on dans le rapport présenté par le ministre Pascal Irené Koupaki, les dérapages constatés ont fait significativement augmenter la masse salariale dont l'évolution s'est décrochée de celle des recettes fiscales. Des recettes fiscales dont l'amélioration constitue sans doute une priorité pour le chantre du Bénin révélé. Et dans ce sens, le Conseil des ministres s'est également intéressé à la question rapport fraternité. En effet, Patrice Talon et ses ministres ont procédé à des limogeages dans la maison des disciples de Saint-Mathieu. On se rappelle que le 21 décembre 2016, l'exécutif avait, selon le journal de Ménotin, relevé de ses fonctions l'ex-directeur général de la douane, le colonel Pierre Claver Tossou, pour mauvaise gouvernance administrative et douanière, ainsi que les inspecteurs Philippe Toussaint Séké et Achille Alosogwe, respectivement receveur douane-port et chef service spécial des véhicules d'occasion. Il aura donc fallu ces limogeages pour que le directeur général adjoint, désormais directeur général intérimaire du moins, jusqu'au mardi 10 janvier dernier, emboîte le pas au pouvoir en mettant 4 agents aux arrêts de rigueur de 45 jours pour légèreté et mauvaise exécution de service. Philibert Oyeniran, lui non plus, n'échappera pas au grand vent de limogeage qui souffle sur l'administration douanière. Il sera tout simplement emporté et remplacé par le colonel Vincent Adjomantin, qui devient ainsi le tout nouveau directeur général des douanes et droits indirects. Toute chose qui inquiète le journal Fraternité, qui s'interroge sur le moral de la troupe. Mais à côté de la maison douanière, le télégramme nous apprend que des limogeages ont été aussi prononcés à la police et à la gendarmerie nationale. Des événements malheureux entre les populations d'Abomey et les fidèles de Banamé seraient donc l'une des raisons. C'est en effet un dimanche noir que les populations d'Abomey ont passé avec une peur qui a régné sur la ville. Photo à l'appui, Fraternité relate le film des événements. Face à ce que la Nouvelle Tribune qualifie de naissance d'un extrémisme religieux au Bénin, le quotidien appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. À en croire le journal, l'église de Banamé expérimente une milice qui, au dire de son guide spirituel, est chargée de protéger les fidèles et les églises. En effet, 26 fidèles de Banamé armés interpellés à Boïcon auraient été présentés à la presse, rapporte pour sa part le Télégramme. Toute chose qui amène le Parti pour la libération du peuple à réclamer une enquête rapide et transparente. Mais en attendant, les Béninoises et Béninoises ont valorisé le 10 janvier dernier le Vaudou. Cette fête instituée depuis plusieurs années par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et qui est à sa 22e édition a été l'occasion, selon le quotidien du service public, pour valoriser et révéler les religions endogènes. Le Vaudou est une source de paix et de richesse, confie le quotidien La Nation. La fête a été belle, fait remarquer par
du président Patrice Talon. Une absence incomprise mentionne qu'il faudra attendre encore quelques années pour constater l'impact positif de ces actions, même si, précise le journal, les populations souffrent de la détermination du préfet Modeste Toboula. Terminons ce tour de l'actualité nationale par un carnet noir. En effet, l'ancien ministre et ancien président de la Fédération béninoise d'athlétisme, Théophile Moncho, a tiré sa révérence. Que ce soit le journal La Priorité, Fraternité, La Nation ou encore l'autre quotidien, tous consacrent un encadré sur la vie de l'économiste des transports de formation et passionné de l'athlétisme et du football qui aura vu le jour un 12 décembre 1950. Paix donc à l'âme du disparu. Et ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'attention et à bientôt. Merci Ricardo Kwekou. Le gouvernement a lancé un suivi évaluation de l'opération de reversement. Envie de clôturer définitivement l'opération. Dites-nous, monsieur Lamabalo, dites-nous quel bilan convient-il de faire de cette opération? Non, moi je trouve que c'est une très bonne initiative. Une bonne initiative parce que le régime précédent avait reversé massivement dans la fonction publique des agents, alors que le statut général des agents permanents de l'État nous disait clairement comment est-ce qu'il faut accéder à la fonction publique. C'est par concours qu'on va à la fonction publique. Donc à l'époque, on n'était pas systématiquement pour cette affaire de reversement. Si aujourd'hui le gouvernement actuel décide de faire un bilan de cette opération, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permettra de savoir qui a intérêt ou qui peut aller à la fonction publique et pour quelles raisons. On ne va plus avoir un nombre pléthorique inutile au sein de la fonction publique. C'est une opération que j'apprécie particulièrement. Oui, ben, lorsqu'on lance un suivi évaluation dans ces conditions, cela veut dire quand même qu'il y a un problème. On aurait pu faire le suivi depuis. Oui, mais nous avons changé de régime. Vous savez très bien que ce n'est pas un gouvernement qu'on a changé, mais un régime. Et vous verrez très bien que le régime actuel, dans beaucoup de domaines, arrive à faire un point. Lorsque vous allez dans le domaine des contractuels, par exemple, il y a un point qui a été fait et des contrats qui ont été stoppés. Donc je mets tout ceci sous la nouvelle gouvernance et je me dis que c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'état des lieux qu'on doit faire avant de pouvoir avancer. Donc voilà. Moi je n'ai aucun problème par rapport à ça. Ouais. Basil Tibozo, lorsque vous portez un regard sur l'opération en soi, quelle est votre vue? S'agit-il d'une bonne opération au cours de son déroulement ou est-ce qu'on va en dire que c'est merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est une chirurgie. C'est une chirurgie sans anesthésie parce qu'il faut le faire parfois. Parce que ce qui se passe, c'est une grave dérive en matière de recrutement d'agents de la fonction publique. C'est carrément un frein, un halte là, au Capharnaüm, un arrêt du pandémonium, de ce désordre manifeste qui a gouverné un peu le recrutement au Bénin. Et je crois que si le gouvernement Talon en arrive là, je crois que c'est comme l'a dit Danklam, je crois qu'il faut absolument mettre un thème à cette histoire pour partir de nouvelles bases. Je rappelle que l'opération avait été déclenchée pour recruter 8000 personnes. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, selon le ministre Koupaki, nous sommes à 35 000 agents qui ont été reversés par ce truchement-là. Justement. Alors, ça pose un problème. L'opération devait prendre fin en 2007. En 2007. Comment en est-on arrivé là? Oui, mais vous comprenez que c'est une décision gouvernementale qui a été prise. Et quand une gouvernementale qui a été prise n'a pas été observée de façon systématique, il y a une sorte de prolongement systématique de l'opération. Sinon, comment comprendre que ça devait s'arrêter en 2008 et que ça continue encore jusqu'en 2017. Quels sont à peu près les dysfonctionnements responsables de ce dérapage? Justement, il y a des dysfonctionnements au niveau des ministères, au niveau des DPP, au niveau de l'État en général. Il y a une sorte de politique généralisée de recrutement massif dans la fonction publique qui malheureusement n'a pas abouti parce que malheureusement aujourd'hui le problème d'emploi se pose toujours. Parce que le ministre Bakel l'a dit, on ne peut pas comprendre que de 8 000 on passe à 35 000 et que les problèmes se posent véritablement. Parce que ce qui se passe, c'est que de façon verticale, vous constatez que ceux qui ont été recrutés n'ont pas la main.
Ce n'est pas l'expertise qu'il faut, ce n'est pas des agents qui sont complètement pointus, etc. Il y a trop de désordre en soi dans ce domaine-là. Et c'est pourquoi c'est bon de faire un Roland, de marquer une pause et de faire un peu l'état des lieux pour corriger un peu ce domaine-là. Oui, donc là, on attendait 8000 agents, mais on en a recruté 35. Selon vous, quelles pourraient en être les conséquences sur l'administration publique? Non, les conséquences sont désastreuses, il faut le dire. C'est d'abord l'augmentation de la masse salariale. Et par rapport à ça, nous avons dépassé toutes les limites prévues par les institutions sous-régionales et internationales. Et ça, c'est une vérité que tout le monde sait. Il faut dire également qu'on a eu envie de faire plaisir à certains. Vous savez un peu comment on recrute dans la fonction publique. Il y a des promesses politiques, des promesses électorales qui amènent nos dirigeants à vouloir mettre systématiquement les leurs au niveau de la fonction publique. Donc on a exagéré un tout petit peu. Je crois que lorsque on rentre dans la logique de la réduction du train de vie de l'État, il faut maximiser les chances de l'État à économiser. Alors si on est allé de 8 000 à 36 000 en si peu de temps, ça veut dire qu'à un moment donné, certains ont manqué, n'est-ce pas, d'aimer ce pays-là. Et j'ai souvent l'habitude de dire que le plus grand mal de notre pays, c'est franchement le manque de patriotisme. Parce que quand vous aimez votre pays, vous ne lui faites pas faire certaines choses. Et c'est ce qu'on constate malheureusement. Maintenant, je suis certain que cette opération va susciter beaucoup de remous. Je suis certain que cette opération va amener les uns les autres à avoir des réactions. Vous savez très bien qu'au niveau des contrats supprimés, il y a déjà beaucoup de réactions. Mais je voudrais demander au gouvernement d'aller jusqu'au bout de sa logique par rapport à ça, parce que je pense que c'est important de contrôler l'effectif de la fonction publique. L'opération qui a été déclenchée sur la question de ceux qui émargent encore au trésor public alors qu'ils ne sont pas fonctionnels, ça c'est aussi une autre paire de manches, l'opération des retraités et tout le reste. Je crois quand même qu'il y a des réformes qui se font et il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Maintenant, les remous dans ce domaine-là, ça ne me fait pas grand-chose moi personnellement. Dans d'autres domaines, les remous peuvent être intéressants. Mais ici, franchement, c'est une question de salubrité. Et il faut encourager ça. Justement, c'est toute la fonction publique qui est concernée et le gouvernement a lancé un audit. De 2006 à 2015, on est passé de 40 500 à 73 000 agents. Malgré cela, on continue de poser des problèmes de personnel. Cela, ça veut dire qu'il y a un mal. Ce n'est pas le nombre qu'il faut, mais il y a plutôt un mal. Vous avez envie de répondre à Basit Tuozo? Oui, il y a un mal, mais le mal est systémique. C'est-à-dire que ce n'est pas un mal qui est conjoncturel, c'est un mal systémique parce que c'est un système qui a conçu ce mal-là, malheureusement. On sent qu'on a fait un déploiement de recrutement systématique, mais à des postes qui peut-être n'en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'on remarque qu'il y a des trop-pleins ici, il y a peu de gens ici, il y a peu de compétences là-bas, et il y a donc la politique, de façon basique, la philosophie qui a gouverné ce recrutement-là n'est pas une philosophie d'efficacité. Voyez-vous, il y a beaucoup d'agents qui ont été recrutés hors concours. Disons la vérité. Or, pour entrer dans la fonction publique au Bénin, il faut aller par concours, pour la plupart. Mais il y a des recrutements mesures sociales, il y a des recrutements PIP, il y a plein de choses. Et quand c'est comme ça, on ne maîtrise pas exactement qui va dans la fonction publique, qui on met, qui on positionne. C'est bien que le problème se pose toujours par rapport à la capacité des gens à gérer un peu l'administration, à gérer les services, à donner vie et corps aux services. Conclusion, on a fait une sorte on a misé sur la quantité plutôt que la qualité. Et cette quantité-là gruge sérieusement le budget national, parce qu'il faut payer plusieurs dizaines de milliards à chaque mois pour ces agents-là qui, en vérité, ne font pas grand-chose, qui ne travaillent pas, qui sont inutiles dans les postes. Mais j'ai une idée en tête. Au ministère de la fonction, au ministère des Finances, je me rappelle qu'il y a eu une sorte de déploiement un jour où on a besoin de 4 agents, mais on a mis à la disposition de ces services-là une douzaine d'agents. Finalement, il y a des gens qui clochardisent dans les couloirs, etc., qui ne font rien du tout. Et c'est comme ça dans beaucoup de structures, c'est comme ça dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de directions, aussi bien direction nationale que départementale. Donc il y a une sorte de trop-plein inutile, mais qui gangrène la fonction publique béninoise et qui agit sur le budget national. Je crois que c'est une bonne chose d'y mettre un terme. Oui, faut-il renforcer l'employabilité ou revoir l'adéquation profil-poste? C'est quoi le problème? Non, c'est les deux à la fois. La question de l'employabilité et
la question de l'adéquation profil-poste. Vous savez très bien que lorsqu'on prend par exemple le concours à la douane qu'on a eu sous le régime précédent, on n'a pas évalué le besoin réel avant de lancer le recrutement. Vous verrez très bien qu'on a recruté au-delà même des besoins qui existent. Ça aussi c'est un problème. Donc lorsqu'on recrute des gens dans la fonction publique, il faut renforcer leur employabilité. Et là c'est une question de formation. Il faut accéder aux différentes formations qui existent, n'est-ce pas, dans l'administration, parce que le mal aujourd'hui de notre administration, c'est également une question de qualité et de compétences. Vous voyez malheureusement certaines autorités ou certaines personnalités qui sont à des postes de responsabilité aujourd'hui et qui n'arrivent même pas à faire des annotations sur des courriers. Et ça, c'est la rédaction administrative. Vous lisez des courriers administratifs et vous vous posez mille et une questions, vous vous demandez si ceux qui ont signé ces courriers-là ont une compétence dans le domaine administratif. Et donc, ce sont des réalités. Alors, la question de l'employabilité, oui, mais la question également de l'adéquation profil-poste. Et quand on aura réglé tout ça, on aura contribué systématiquement au développement de notre pays. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que le niveau de développement d'un pays dépend du niveau de développement de son administration. Lorsque nous avons un pays avec une administration rouillée, eh bien, le pays s'en trouve également rouillé. Donc, il faut franchement faire la promotion de ce genre de comportement, de ce genre d'attitude du gouvernement. Moi, je suis totalement pour. Voilà, autre sujet, le directeur général de la douane, le directeur général adjoint, qui vient d'être démis de ses fonctions. Avant lui, c'était le directeur général. Il se pose un problème au niveau de la douane. Malheureusement, parce qu'on a remarqué une sorte de décapitation systématique au niveau de la tête de la douane. On a pensé qu'Oyen Iran allait rester, mais il a aussi été enlevé, à l'instar de Jean-Pierre Claver-Tossou. C'est regrettable de constater ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pitié face à la lenteur, face à la lourdeur, face à la blague au niveau du poste où on a mis les gens. Il n'y a plus de copinage à cautionner le faux, à cautionner la lenteur, à cautionner, disons, les désordres au niveau des postes où on a mis. C'est ce qui a été observé, ça. Parce que, de toute façon, sur 2 semaines successives ou 3 semaines, on a remarqué que 2 hautes personnalités, haut gradées de la douane ont été enlevées de la tête. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je dis encore un problème systémique au niveau de la douane. Ça prouve à suffisance combien de fois, eh bien, les gens ne veulent pas laisser abandonner certaines pratiques, certains comportements de corruption, de concussion, etc. Et quand l'autorité, eh bien, à la fin de temps, elle frappe. Et vous constaterez que, à l'instar de l'administration vieillie, où on avait déploré qu'il y a trop de DG déjà à la douane, vous constatez tout simplement que ici, ça va être encore plus accéléré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps qu'il y aura de l'amateurisme, aussi longtemps qu'il y aura de la corruption, il faut frapper. Moi, je suis d'accord avec ça. 2 DG en 9 mois, cela ne risque-t-il pas d'avoir des incidences sur les recettes? Absolument, la conséquence est directe. J'ai envie d'être d'accord avec Basile que lorsqu'il y a des actes de prévarication qui sont posés, j'ai bien envie d'être d'accord que le gouvernement puisse frapper. Mais en même temps, je me pose mille et une questions parce que vous savez très bien qu'il s'agit de la douane. C'est très sensible, il s'agit de mobiliser les recettes actuellement. Et lorsqu'on parle de sanctions, je crois qu'il y a quand même une hiérarchie des sanctions. Alors même si c'est l'autorité hiérarchiquement supérieure qui évalue la gravité de la faute, lorsqu'on limoge systématiquement comme on le fait là, ça peut démobiliser la troupe. N'oubliez pas que les douaniers ont exigé, à l'époque, le syndicat des douaniers a exigé que les douaniers puissent élire leur directeur général. Cette proposition a été faite au ministre des Finances. Ça peut démobiliser la troupe, mais lorsque les patrons ne font pas l'affaire, alors que la douane est sensible pour l'économie. Comme hiérarchisé, la douane. On a combien de patrons au niveau de la douane? Vous avez déjà vu combien de patrons on a essayé comme ça là? Et donc moi, je me pose des questions par rapport à ça. Je suis pour les sanctions. Ça là, il faut que je le dise, mais en même temps, je suis pour des sanctions réfléchies. C'est important. La hiérarchie des sanctions amène peut-être à ne pas systématiquement mettre hors d'état de nuire les douaniers qu'on a enlevés, parce que le directeur général qui a été enlevé, on n'a pas fait que ça. On l'a suspendu pendant une certaine durée. Peut-être qu'on peut l'enlever et continuer à l'utiliser à d'autres responsabilités. Vous allez voir, dans tous les cas de figure, ils sont toujours en poste, ils sont toujours utilisés. Donc oui, pour les sanctions, mais en même temps, il faut prendre des sanctions
qui ne freine pas, n'est-ce pas, la mobilisation des ressources et qui en même temps ne freine pas l'activité au sein des corps concernés. Les nouveaux directeurs sont nommés pour relever des défis. Oui, d'accord, mais j'espère qu'ils vont le faire. Parce que si, pour une faute ou pour une autre, il faut les enlever systématiquement, on risque d'essayer tous les douaniers à ce poste-là et finalement on n'aura pas de résultat. Mais vous connaissez la place de la douane dans le système économique du Oui, Bénin. mais c'est nous qui voulons. On peut changer les choses. Pourquoi est-ce qu'on veut se limiter systématiquement aux recettes fiscales pour se développer? Aucun pays ne se développe avec... Avez-vous des propositions? Oh là là, il y a tellement de domaines dans lesquels on peut faire des choses. L'agriculture, par exemple, on en parle depuis, mais on n'a pas jusque-là des décisions audacieuses et sérieuses dans ce domaine. Il y a donc des choses pour lesquelles on peut se battre pour qu'on puisse Encore faut-il en mobiliser avoir des les moyens. ressources. Vous savez très bien que la filière des véhicules d'occasion, par exemple, c'est une filière agonisante, mais on veut toujours continuer à penser qu'on peut mobiliser des ressources dans ce domaine-là. Non, il faut passer à autre chose. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et gouverner, c'est prévoir. Donc, il faut penser à la multiplication des sources de revenus pour le pays. La douane ne peut pas continuer à être la seule source de mobilisation de ressources, de mon point de vue. Basile Kibozo? Non, je dois soulever que lorsque le mal est un monstre à plusieurs têtes, il faut couper toutes les têtes avant de retrouver une certaine sérénité. Donc je pense quand même que lorsqu'une tête est positionnée pour travailler, que cette tête-là est pourrie, il faut l'enlever. Nous parlons de la douane. Tout à fait. De la douane, absolument. Donc, c'est pour, Directeur général, directeur adjoint, il fallait les enlever. Il faut dire que aussi longtemps, moi comme je dis, aussi longtemps qu'il n'y a pas de satisfaction par rapport aux recettes, comme l'a dit, mais on ne peut pas garder les gens qui sont capables de faire des recettes. On ne peut garder des gens qui sont incapables de faire des recettes. Plus encore, des gens qui ont été peut-être soupçonnés plus ou moins, au peu ou prou, d'être des accointances au niveau de certains nombre de maltons. Et puis ils ont été relevés pour des problèmes de gouvernance. Donc c'est pour des problèmes de gouvernance qu'on les a enlevés. Donc aussi longtemps qu'on met des gens à qui on a fait confiance et qui basculent du bas côté de la malgouvernance, il faut les enlever. Oui, je crois que ici... La sanction administrative ne peut pas être systématiquement le limogeage. Non, je comprends la sanction administrative. Mais ici, nous sommes en matière fiscale, il faut absolument réagir tout de suite. Lorsque le mal est profond tout de suite, il faut frapper. Il ne faut pas attendre que le mal se gangrène avant d'agir. Je crois que c'est ce qui se fait. Parce qu'en vérité, le président Talon qui a positionné... Les nouveaux promus connaissent bien la maison. Ne peut pas se contenter comme ça, de s'amuser avec une recette aussi puissante comme celle de la douane. Certainement que les informations font état de ce que, eh bien, il y a malgouvernance grave ou gravissime qui amène à ça. Et je pense que la douane a une sorte d'auto-inspection à faire, d'auto-gestion interne, parce que ça devient trop. On ne peut plus, on est loin d'imaginer encore que la douane serait un peu frappée par cette sorte de mal. C'est malheureux. Il fallait agir. À cette allure, moi je crains qu'on ne frappe tous les douaniers. Ça là, je vous le dis sincèrement, je crains qu'on ne frappe tous les douaniers. Parce que dans tous les cas de figure, il y a des responsabilités qui sont les vôtres, mais il y en a également qui vous incombent à cause du comportement de vos agents qui sont sous votre responsabilité. C'est pour ça que j'en appelle, oui, à des sanctions, mais à des sanctions qui n'amènent pas systématiquement faut-il laisser les gens continuer? Faut-il caresser le serpent qui veut vous atteindre jusqu'à ce qu'il vous ait dévoré le cœur? Vous savez, quand je parle de hiérarchie de sanctions, je parle souvent des différents types de sanctions qui existent, mais de façon progressive. Basile dit souvent qu'il aime les actions successives à intensité progressive. Voilà, c'est ce type de choses que je recherche. C'est vrai qu'il faut frapper, et ça, tout le monde peut être d'accord par rapport à ça, mais en même temps, il faut voir les conséquences. On a eu le DG de la douane qui est parti, quelques semaines après, le DG adjoint. On a changé de DG, je ne sais pas combien d'inspecteurs ou de colonels on a à la douane. Je ne sais pas si à cette allure-là, on ne va pas expérimenter tout ce qu'il y a comme officier supérieur au niveau de la douane. Les personnes promues connaissent bien la maison. Oui, d'accord. Mais quand on le fait comme ça, est-ce qu'on rassure les gens? Quand on le fait comme ça, est-ce qu'on peut continuer la mobilisation des ressources comme on le veut? C'est une question que je me pose. Alors, que ceux qui nous suivent ne pensent pas que nous sommes contre les sanctions, pas du tout. Mais même quand on sanctionne, on réfléchit. C'est tout. Non, mais le problème que je pose, c'est quoi? C'est que lorsque on met quelqu'un à la tête d'une institution et que, il n'y a pas le résultat, faut-il le garder? Est-ce qu'il faut faire une gradation par rapport aux sanctions? Parce que il fait du mal, il gère mal, il y a mal gouvernance, il faut alors déclencher une gradation dans les sanctions? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas attendre que le mal soit totalement endémique avant de frapper la source du mal. Voilà, nous allons passer à un autre sujet, la fête de votre regard sur l'organisation de la fête au Bénin. Non, ben, on a... Bien organisé?
Oui, je crois que quand même, il y a eu une volonté manifeste qu'on constate. Vous savez très bien que par le passé, les adeptes du vaudou reprochaient au régime précédent de ne pas tenir compte réellement des différents sacrifices qu'il va faire, surtout au lendemain du TOFA. Mais cette année, vous remarquez qu'il y a eu les sacrifices prévus. Le gouvernement s'est fait représenter. Le gouvernement s'est aussi fait représenter à la célébration de cette fête-là. Pour moi, c'est un nouvel espoir. Avez-vous l'impression que nous organisons bien la fête? Non, très bien, je crois que par rapport au vaudou, est-ce que le Bénin en profite? C'est l'avenir du pays, parce que lorsqu'on est en train de déclencher une économie culturelle, oui, on ne peut jamais ne pas tenir compte de cette fête-là. Il faut transformer le vaudou en une fête internationale, comme un rendez-vous culturel mondial et culturel pour lequel les gens viennent. Il faut que les tours opérateurs, etc., se mettent dessus pour vendre cette fête-là. Comme on peut vendre la Gani, comme on peut vendre le Wemerhui, malheureusement ça a été suspendu, comme on peut vendre le Grérohui, etc. Je crois que c'est des éléments sur lesquels... J'ai besoin de votre réflexion sur ceci. C'est un article de Roger Béonville, il l'a écrit dans les années 90, il dit « Le vaudou disqualifie ». Votre point de vue là-dessus? Non, en vérité, je crois qu'on est dans le sacré et l'endogène. On est ici dans le sacré et dans l'endogène. Chacun doit rester figé à ce qui relève de sa croyance. Nous sommes un pays laïque et personne, nul n'a le droit de diaboliser l'autre. Non, je crois qu'il faut, pour la stabilité du pays, la stabilité de la paix, etc., il faut que chacun puisse respecter la religion de l'autre et le respecter en tant que tel. C'est ça qui fait les nations. Merci. Nous allons passer à un autre sujet. Nous allons passer à l'actualité internationale, ce qui est développée sur le web. La revue du web est développée par Marie-Louise Perrin. Chers amis de Club Média 7, bonjour et merci de rester connectés à la revue du web. Nous nous intéressons cette semaine au dernier discours d'adieu du premier président noir des États-Unis d'Amérique. Barack Obama, après avoir fait 2 mandats de 4 ans à la tête du pays de l'oncle Sam, a prononcé le 10 janvier dernier à Chicago son dernier discours. Dans cette publication, il est écrit qu'il a défendu son bilan avant que Donald Trump, son successeur, ne s'attache à démanteler ce qu'il a réalisé au cours de sa gestion des 50 États. C'était devant une foule de près de 7000 personnes. En cliquant sur France, sur le site de RFI, l'actualité qui a capté notre attention est la primaire de gauche. Le journal s'attarde sur le débat tenu le 12 janvier dernier et trouve que chacun était dans son couloir sans mordre la ligne. Les 7 candidats du PS ont affiché leurs divergences, notamment sur le bilan de François Hollande. Bilan que d'aucuns qualifient de quinquennat de déchirement. Descendons en Afrique et plus précisément en Gambie, où la CEDEAO a dépêché une mission le vendredi 13 janvier 2017 pour convaincre une nouvelle fois le président Yaya Jammeh, qui compte 22 ans de règne à la tête de ce pays, de quitter le pouvoir à la fin de son mandat le 18 janvier prochain. Aux confrères de RFI d'insister pour dire que les émissaires de la CEDEAO privilégient le dialogue et que leur but est d'assurer une transition pacifique du pouvoir ce 19 janvier 2017, date de l'investiture de Adama Barrow. Dans son compte-rendu du samedi 14 janvier, Le Monde Afrique s'intéresse à la Côte d'Ivoire, où un accord a été trouvé entre le gouvernement et les mutins après la mutinerie à Bouaké, au centre du pays. Selon notre confrère Alessis Adélé, les négociations semblent avoir abouti. Et pour finir, nous pouvons retenir que plusieurs personnalités ont fait leur entrée dans le nouveau gouvernement ivoirien. À dimanche prochain. Merci Marie-Louise Perrin. Basile Tuozo, le 10 janvier dernier, le président Obama a défendu son bilan devant plus de 7000 personnes. Un bilan qualifié d'élogieux par certaines personnes, mais qui ne rassure pas d'autres, un peu comme Trump. Dites-nous un peu ce que vous pensez de ce bilan. Merci beaucoup. Non, je pense que Obama était dans son fief, où il a fait un discours un peu d'adieu, où il a un peu parlé de son bilan. Il était parti de Yes We Can, et puis il a dit Yes We Did. Yes we did. Yes, oui, nous le pouvons, et puis nous l'avons fait. Il a fait ce qu'il a pu. Parce que 8 ans à la tête des États-Unis, ce n'est pas facile. Il est venu avec tout beau, tout rayonnant, mais il est parti avec beaucoup de cheveux blancs. Diriger les États-Unis, ce n'est pas chose facile. Un noir qui est venu, c'était symbole pour nous. Il a fait ce qu'il a pu. Ce n'est pas facile. Et je remarque malheureusement que son bilan est à demi-teinte,
avec à la clé la destruction déjà de Obamacare qu'il a eu à installer par l'administration Trump qui estime que c'est une sorte de bêtise en matière de soins médicaux aux États-Unis. Il fallait enlever ça. Je crois qu'il faut retenir d'Obama ça. Il y a une nette amélioration de l'économie américaine. Il faut retenir ça. Il faut retenir la relation internationale, où il a un peu gardé quand même la main avec la crise en Israël, où il n'a pas totalement fléchi. Oui. Il a manqué un peu de pause et de punch. Il a manqué de punch au niveau de la crise syrienne, évidemment avec l'entrée de la Russie. C'est pour éviter un peu qu'on ait un clash, la troisième guerre mondiale, etc. On a remarqué quand même que, la mort de Osama Ben Laden, qu'on peut mettre un peu sous la gouvernance de truc, sans compter la relation avec Cuba, 50 ans après, où déjà, vous vous souvenez, le Che, il est mort, Fidel Castro qui disait que lorsque les relations entre les États-Unis allaient reprendre, lorsqu'un pape sera un latino-américain, et lorsqu'un noir va arriver à la tête des États-Unis, c'est ce qui s'est passé, et la relation entre le Cuba ont été reprises, mais je constate quand même ces choses-là. Mais en politique extérieure, oui. Mais en politique intérieure, il y a des flops. Mais par rapport à l'Afrique, c'est le grand regret aussi, il faut le remarquer. Parce que c'est un président qui est venu 2 ou 3 fois, complètement en Afrique, il est resté au Kenya et puis je crois en Tanzanie. Nous avons quand même eu un certain George Bush qui était venu à Cotonou ici. Il n'y a pas que le Bénin en Afrique. On a souhaité quand même qu'un président noir puisse être un peu regardant par rapport à la cause africaine, pas à la cause noire. Je crois qu'on n'a pas totalement eu ça. Cela pourrait jeter du discrédit sur lui. Ceci dit, c'est un homme, c'est un humain. Il a ses défauts, il a ses qualités. Voilà, vous avez la parole. Oui. Vous avez suivi la politique américaine. Vous connaissez bien Obama. Je vais prendre par là où Basile a fini. Je ne sais pas pourquoi on veut qu'un président américain soit regardant sur la cause africaine. Il est président des États-Unis. Il a été élu par les Américains. C'est donc aux Américains qu'il a d'abord l'obligation de rendre service. L'Afrique peut passer vraiment au second plan. Les Africains n'ont qu'à développer l'Afrique eux-mêmes. Pour moi, c'est important. Alors, Obama a fait son temps et vous savez très bien que on va peut-être le regretter avec son style. Moi, j'aime beaucoup sa rhétorique. Lorsqu'il disait il y a 8 ans, si je vous avais dit qu'on tuerait Ben Laden, vous ne m'auriez pas cru. Il y a 8 ans si j'avais, il y a 8 ans si j'avais. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Je viens vous dire que nous l'avons fait. Donc, il a un bilan mi-figue, mi-raisin. Et ça, c'est comme tous les bilans. De toutes les façons, ça ne sera jamais hautement positif. Il y aura des choses qui ne vont pas être applaudies et dans le même temps, il y en aura qui vont être applaudies. Ce qui est certain également pour moi, c'est qu'il y aura une différence systématique entre la gestion Trump et la gestion Obama. Trump, vous avez déjà commencé par voir les prémices de sa gestion. C'est un opérateur économique, c'est un homme d'affaires. La diplomatie américaine est confiée aujourd'hui à un homme d'affaires. Et donc, ce sont des hommes d'affaires qui ont pris la direction du monde. J'espère simplement que ça va changer quelque chose, surtout dans les relations internationales. Parce que si ça continue avec la verve de Trump, avec sa façon de prendre les choses, je crée très rapidement le clash entre différentes puissances mondiales. Parlons justement de Trump. Il s'attaque du moins à Obamacare, un système d'assurance maladie profitant à plus de 20 000 Américains. Lorsqu'on connaît un peu la politique américaine, lorsqu'on suit un peu les relations internationales, doit-on dire que Obamacare est une assurance maladie salvatrice ou une assurance maladie catastrophique, comme il le dit Trump? De ma petite tribune, je ne peux vraiment pas tirer cette conclusion-là, mais c'est rien de surprenant, puisqu'il l'a dit déjà au cours de sa campagne électorale. Il est revenu sur plusieurs de ses propositions pour la campagne, mais sur la question de Obamacare, il a été clair par rapport à ça. Donc c'est une promesse électorale qu'il est en train de tenir. Il a son approche. En fait, il dit fondamentalement, les questions de santé doivent intéresser tout le monde, mais l'approche de Obama n'est pas systématiquement l'approche de Trump. Donc Trump, avec toute son équipe, avec toute son administration, eh bien, ils vont expérimenter leur approche. Ce sera aux Américains d'en tirer les conclusions. Parlons à présent de la Gambie où une mission de la CEDEAO est actuellement là-bas. Dites-nous comment changer, comment expliquer le changement de stratégie de la CEDEAO. La CEDEAO qui avait quand même privilégié l'option militaire. Oui, c'était plusieurs missions déjà, la dernière en cours. Je crois qu'il y a jamais doit quand même faire attention. Parce qu'il ne sert à rien du tout de confiner un peuple dans la misère et dans la domination tout le temps. On dit que le plus fort n'est jamais fort pour être le roi, s'il ne transforme sa force en droit.
Et l'obéissance en devoir, c'est Montesquieu qui l'a dit. Et je crois qu'il n'y a jamais doit tirer profit de ça. Parce que le tyran, le dictateur ne peut pas éternellement s'éterniser au pouvoir. Et lorsque lui-même, par le truchement des urnes, a décidé de partir, quelle mouche l'a piqué pour ce rotopédalage-là, qui met toute la zone en situation difficile. Et je crois quand même que face à cette situation, disons, de tête brûlée, il faut deux options, selon bien la direction de la CEDEAO, l'option diplomatique ou l'option militaire. Moi, je pense qu'il faut dégager ce Yaya Jammeh là. Je crois qu'il faut dégager Yaya Jammeh là. Soit par la diplomatie, la courtoisie. Je crois qu'on en fait déjà trop. Il y a trop de courtoisie, de petits sourires à ce monsieur-là. Il ne mérite même pas ça. Moi, je pense qu'il ne mérite pas ça. Il faut absolument intervenir. Je crois que le Sénégal est prêt, le Nigérien est prêt. Je ne pense pas si il peut, son armée, ou sa rébellion, ou ces milices-là peuvent résister à la puissance de feu du Nigeria et du Sénégal. Je ne pense pas. Il n'y a jamais un intérêt à partir. Et comme là, il a souhaité le Parlement nigérien, qui a dit qu'il faut offrir l'asile à Yaya Jammeh au Nigeria, je crois que c'est des positions qu'il doit très vite attraper et quitter le pouvoir pour aller peut-être avoir un asile doré au Nigeria, plutôt que les cachots d'une prison. Non, je pense qu'il faut négocier. Je pense qu'il faut négocier. Et lorsque la CEDEAO même recule, parce que vous avez fait le constat du recul de la CEDEAO, c'est que finalement, la CEDEAO a tiré les conclusions d'une solution diplomatique. Moi, je veux quand même parler à Adama Barrow. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais je crois que si Yaya Jammeh a fait volte-face, c'est un peu de sa faute. Parce que lorsque on finit les élections présidentielles et que le président reconnaît sa défaite, vous n'attendez même pas de prendre fonction, vous le menacez de prison, vous le menacez de l'envoyer à la CPI, vous menacez, vous menacez. En sécurité. Et donc il ne se sent plus en sécurité, alors qu'il a fait 22 ans au pouvoir. Il détient encore une certaine force. Donc quand vous avez ce comportement-là, Yaya Jammeh a un comportement complètement humain. De mon point de vue, maintenant, il faut négocier avec lui, il faut lui assurer une arrière paisible, il ne faut plus continuer à le menacer de l'envoyer à la CPI, il ne faut plus continuer à le menacer de lui faire rendre gorge systématiquement. Peut-être que s'il a toutes ces garanties-là, il peut être un peu flexible. Ouais. Mais tel que Adama Barrow fonctionne, moi j'ai des craintes. Et lorsque j'apprends qu'il a encore quitté son pays pour aller à une table de négociation, je crains qu'il ne donne la possibilité à Yaya Jammeh de lui dire de ne plus revenir dans son pays. Il y a quand même une situation qu'il faut connaître. Il y a la situation géopolitique de la Gambie, au sein du Sénégal, et tout le reste, ce n'est pas du tout aisé d'aller à une situation militaire. Le carnage va être là, et ce sont les populations qui vont payer le lourd tribut. Ce n'est pas Yaya Jammeh, ce n'est pas Adama Barrow, ce sont les populations. Et donc il faut trouver une issue négociée, pour moi, à cette situation-là. Nous allons changer de registre, mais vous tenez à dire un mot sur le déguerpissement. Oui, c'est pour dire, avant le déguerpissement, je voudrais rebondir sur la dernière donc là, pour dire que c'est vrai, il y a une vérité, mais je crois que moi j'ai misé sur la négociation qui a cours depuis longtemps. Je crois que ça fait déjà 3 missions de chefs d'État qui ont été vers lui. Et je remarque la résistance, je remarque un peu cette taciturne un peu de cet homme-là. C'est ça qui m'a amené à dire, mais si, à défaut, on peut aller à l'action militaire. Bon, c'est vrai, avec toutes les conséquences, plus ou moins désastreuses que ça va créer pour tous les camps. Par un déguerpissement, je crois quand même que, bon, c'est une opération, à mon avis. Il faut vraiment en arriver là, il faut arrêter un peu toute la saignée urbanistique qu'on a au niveau de Cotonou, la laideur gigantesque qu'on a de Cotonou. Il faut apprécier le toilettage qui a été fait, même si ça a été fait avec des graissements dedans. Je crois quand même qu'il faut qu'on en arrive là. Il faut comprendre aux gens que lorsqu'on veut faire du commerce, il faut respecter les normes. Il ne faut pas couper les trottoirs, les points centraux, etc., etc. Et je crois quand même que quand on a un président qui dit qu'il veut faire un seul mandat, je crois qu'il fait attention, parce que les réformes sont là. Ce qui m'intrigue et qui me fascine et qui m'étonne, c'est que le prophète Toboulan n'a inventé aucune disposition réglementaire légale. Il n'a fait qu'appliquer tout ce qu'il y a là. Ça veut dire que tous ces tests-là étaient là. Et personne ne l'a véritablement appliqué. Parce que justement, il y avait des contraintes politiques, des contraintes économiques, etc. Des couloirs, des jeux de couloirs, etc. qui font que, eh bien, les choses en étaient là. Regardez Cotonou, regardez la tête de Cotonou. On considère toujours tout ce monde-là comme des viviers électoraux vers lesquels il faut aller absolument pour négocier. Et pour ça, on peut les laisser occuper les terres, etc., etc. C'est un peu ça.
je crois que c'est salvateur. Il faut souhaiter que ça continue, mais il faut souhaiter aussi que, il faut penser aussi au relogement des gens, à l'aspect social. Merci. Voilà, 3 sujets dans le Carica Show, l'arrêt des contrôles routiers, l'arrestation d'éventuels détourneurs de deniers publics et de probables épidémies dans le pays. Suivons Patrick Diossou avec Carica Show. Carica Show commence par l'hebdomadaire Le Routier, qui affiche une caricature de l'enfant Claudio, montrant 2 personnages, un conducteur et un policier. Le chauffeur: mais toutes mes pièces sont à jour. Le flic: non, il vous manque le permis de tuer. Caricature floue pour ce contrôle flou, qui nous guide vers le flou dans l'administration, avec le quotidien Fraternité et toujours le caricaturiste l'enfant Claudio qui montre un bureau où 2 fonctionnaires discutent. La femme, certainement la secrétaire, parlant du directeur général: il n'est pas dans son bureau. Et l'homme, un chef service sans doute: tu as regardé dans le second bureau des DG? La femme: quel second bureau? L'homme: la prison. Libérons-nous de cet emprisonnement pour aller vers la caricature du quotidien Le Matin, parlant d'une certaine épidémie qui montre 4 personnages, dont 2 femmes qui discutent. La première: c'est, ton mari est devenu laborantin maintenant? La seconde: depuis cette affaire de gastro, que mon mari fait passer tous les repas au microscope, hein? Et l'on voit effectivement l'homme, un œil globuleux ouvert, l'autre scotché au tube du microscope devant un enfant aux 2 yeux globuleux, ronds comme des œufs de Cannes. Cannes, C-A-N-E, différent de Cannes, C-A-N, Coupe d'Afrique des Nations, où on est obligé de chercher un microscope pour rechercher les écureuils actuellement. Bon dimanche, à dimanche prochain pour une autre manche. Merci Patrick Diossou. Vas-y, tu veux Oui. Votre vue sur la revue caricaturale. C'est l'humour. Eh bien, ça détend. Pour un dimanche, ça détend l'atmosphère. Voilà. Abalo, Non, donc là. Patrick Diossou, il n'est pas inconnu dans cet art-là. Il excelle bien là-dedans. Moi, j'aime bien l'écouter. J'aime surtout les 100 commentaires que l'ORTB diffuse. Franchement, c'est ingénieux et je crois qu'il faut reconnaître ça. Merci. Merci. Nous allons passer à la rubrique Le Médiateur qui reçoit pour vous les mêmes invités auxquels du moins s'ajoute M. Ataï Guédébé de l'ODM. Tout de suite, donc, la rubrique Le Médiateur. Après le jingle. Joël Ataï Guédébé vient de nous rejoindre. Bonjour, monsieur Ataï Guédébé. Bonjour, monsieur Vous êtes membre de l'ODM, Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. C'est bien. Alors, les collègues, l'UPMB exprime son indignation donc, face au retard qu'accuse la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à procéder à la réouverture donc, des médias audiovisuels suspendus. Donc là, Abalo, vous êtes directeur de Soleil FM, vous êtes concerné par la situation. Pouvez-vous nous présenter un peu vos desiderata? Je suis une victime, si je peux le dire comme ça. Non, en réalité, le président de la HAC nous reproche la délocalisation. C'est-à-dire que pour lui, on a été autorisé pour rester dans une localité, notamment Djefa, et que nous sommes venus à Cotonou sans autorisation de la HAC. Donc pour ça, il peut fermer l'organe de presse et mettre sous scellé les installations de l'organe depuis 45-46 jours maintenant. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cette décision, mais je ne veux pas aller sur ce terrain-là. J'attends que les choses se corrigent pour parler, parce que je ne peux pas parler maintenant. Et puis, l'UPMB a posté, a du moins fait un sit-in au cours de cette semaine. Absolument, absolument. Ça fait partie des actions successives à intensité progressive que nous avons déjà projetées. Si vous voyez l'UPMB en avant-première, c'est parce que c'est une stratégie que nous avons adoptée. Le CNPA va un peu en retrait. On lance les gars sur le terrain pour voir un peu la température et on fait un retour pédalage stratégique pour remonter. Il ne faudrait pas que, au niveau de l'opinion, on pense qu'on est défaitiste. Non, pas du tout.
Personne n'est défaitiste, nous sommes dans une dynamique de stratégie et nous allons absolument aboutir au résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est la réouverture pure et simple des chaînes qui ont été suspendues, dont les mobiles, fondamentalement, ne sont pas établis. Vous allez aboutir au résultat, mais il n'était pas nécessaire de faire un sit-in. Nous allons écouter le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, à qui notre collègue Ghislain Pouquet a tendu le micro. Suivant. Nous sommes réunis déjà au niveau du conseil et nous avons constitué une délégation qui a été en mission sur les sites pour se rendre compte de la véracité de ce qui est en train d'être dit et qui devrait nous faire un rapport que nous attendons. La mission a déjà été effectuée, c'est le rapport qui est attendu. Et ceux qui ont voulu faire le sitting ne se sont pas rapprochés de nous pour s'informer de la réalité. Même l'information du sitting, nous l'avons eu seulement hier à 19h. Moi, je l'ai reçu en tant que président de l'institution hier à 19h. Et déjà le matin, on m'a signalé que dans les réseaux sociaux, qu'il y a une mobilisation qui est en train d'être décrétée et qui aurait sitting à la HAC. Nous n'empêchons pas la réalisation du sitting, quand bien même dans les textes, il y a des règles qu'il faut suivre, il y a un canevas, il y a des prescriptions qui sont relatives à ça, qu'il fallait quand même transmettre l'avis 72 heures avant pour permettre à l'autorité de prendre les dispositions. Bon, dans le cas d'espèce, c'est dans les réseaux sociaux que l'information est en train d'être relayée abondamment. Nous sommes situés dans la zone portuaire ici, qui est une zone à haut risque par rapport à différents éléments que vous savez. Et le second site est situé à Jonqué, que vous connaissez, qui est aussi une zone je vais dire, de risque, à haut risque. Donc, nous avons estimé que, n'ayant pas pris les dispositions, on ne peut pas ouvrir la HAC pour que les gens viennent. Dans tous les cas, nous estimons être en train de régler déjà le problème. Ça n'a pas besoin de la rue. Merci donc à Ghislain Pouquet qui a tendu le micro au président de la RAC. Donc là, Mabalo, vous avez suivi la déclaration, donc les clarifications du président de la RAC. Vous ne l'avez pas contacté, le nécessaire n'a pas été fait. J'aimerais que vous donniez votre réaction. Non, moi, ça me fait simplement sourire. Et je crois que le président de l'UPMB, c'est l'Union des professionnels des médias, qui a initié donc, ce sitting-là. Donc le président pourra vous dire exactement quelles sont les formalités qui ont été qui ont été exécutées avant que nous ne puissions en arriver là. Maintenant, si le président de la HAC dit que c'est sur les réseaux sociaux qu'il a appris ça, bon, en tout cas, moi, je ne suis pas surpris de toutes les façons par rapport à cette version de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Le temps de la parole viendra. Pour le moment, on observe. Basile Thibaudot, que dites-vous de cette situation? Non, elle est déplorable. Elle est déplorable parce que, vous savez, ce que nous visons, c'est le caractère de fermeture de ces chaînes-là. On ne peut pas mettre des investissements lourds en stand-by depuis 44-45 jours. On ne peut pas mettre des centaines d'emplois sous boisseau pendant 45-46 jours. C'est-à-dire aucune explication, aucune décision ne peut expliquer ça. La mesure conservatoire peut être prise, mais elle peut être levée aussi vite que ça soit pris. On ne peut pas garder une mesure conservatoire pendant 46 ans, 46 jours. Alors ça devient une mesure conservatoire, ça devient une mesure pérenne. Et ça pose un problème, véritablement par rapport à l'article 55 de l'organisme de la HAC. Je crois que le président de la HAC doit essayer d'écouter un peu l'ensemble des professionnels des médias et l'ensemble des patrons de presse, parce qu'il est le régulateur. Et un régulateur est un protecteur. Un régulateur n'est pas un père fouettard, ce n'est pas un censeur violent. Le président de la HAC doit faire l'effort de nous comprendre et de comprendre que le sitting n'est que le ras-le-bol de cette suspension-là qui ne commençait pas à trop durer. On souhaiterait vraiment que la commission qui a déjà été installée, normalement, si les informations sont bonnes, la semaine prochaine, il y aura la plénière de la HAC, et je crois qu'on va aboutir à j'invite un peu tout le monde au calme. Le président vraiment a compris.
comprendre un peu la réaction des professionnels et des patrons de presse. C'est dommage, le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais Joël Ataï Guédégoui est là. Il est membre de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique et des médias. Peut-être qu'il voudrait dire un mot au président de l'ARAC. Quels sont vos souhaits? Le plaidoyer est déjà engagé par le président Chibozo ainsi que le président Pochemé. On doit rester préoccupé par la défense de la liberté de la presse et davantage encore par les emplois qui sont menacés. Je crois que la manifestation avortée de la semaine dernière, pour ne pas dire autre chose, est pathétique de ce point de vue et mérite donc écoute, mérite discernement et surtout plus tard et très rapidement des actions correctives au niveau des textes qui fondent parfois ces comportements, qui amènent la HAC dans des décisions mal comprises du public, mais également la police à se donner des libertés, pour ne pas dire le préfet, à interdire parfois certaines manifestations, mais là nous touchons aux questions tenant à l'ordre public dans notre pays. Et c'est un vaste chantier par rapport auquel il faudra se mobiliser parce que c'est toujours les libertés qui sont concernées. Voilà, nous sommes des professionnels des médias, nous sommes concernés par la situation. Peut-être me permettrez-vous quand même de dire que l'ODEM reste préoccupé par l'emploi des professionnels, telle enseigne que la semaine qui vient de s'écouler a vu l'ODEM comme étant amené le CNPA, l'UPMB, à la renégociation de la convention collective sous l'égide de la Direction générale du travail. C'est de petits progrès sur lesquels il faut continuer de travailler également pour améliorer l'existant des professionnels. Ce n'est qu'un autre volet de la question. Merci. Oui, Basile Chibozo, vous êtes président du patronat, vous êtes le patron des journalistes. Veuillez dire un mot au président de la RAC. Non, le patron des journalistes, c'est le PMB. Moi, je suis le patron. Patron des patrons. Non, je vous ai dit que le président de l'UPMB, le président de la RAC, que nous sommes tous de la même famille. Et qu'il est le père de cette famille-là. Et en tant que père, il doit être un rassembleur. Les enfants peuvent s'agiter, peuvent s'énerver. Parce que le père, quand on lui demande un poisson, ne peut pas offrir un serpent. Nous demandons au président de la RAC et à tous les conseillers de la RAC de pouvoir avoir un regard regardant sur ces chaînes-là qui ont été suspendues, sur les emplois-là qui sont bloqués, et sur les investissements lourds qui ont été faits par rapport aux promoteurs, et de voir tous les dégâts économiques que ça crée. Je crois que c'est important. Merci. Donc, le Bambalo, un mot. Moi, je crois que chacun sait ce qu'il fait. Chacun sait ce qu'il fait. Chacun connaît ses motivations. Chacun connaît ses droits. Chacun connaît également ses limites. Nous sommes dans un État démocratique et il y a des choses qui sont réglementées. Lorsque vous ne respectez pas les choses qui sont réglementées, il y a également ce qui doit s'en suivre. Ce que moi je peux demander au nom de mes collègues et au nom des autres chaînes qui ont été suspendues, c'est que le président de la HAC, s'il ne peut pas nous demander de repartir simplement sur notre site et de continuer les activités, eh bien qu'il écoute, n'est-ce pas, ses autres conseillers et que la conclusion du rapport, enfin je dirais les conclusions du rapport de la commission envoyée sur le terrain puissent parvenir à chacun et tous pour qu'on sache réellement si oui ou non ce qu'on nous reproche est avéré. C'est important pour la suite des débats. Après ça, on avisera et puis on verra bien ce qu'on pourra faire. C'est dommage pour le pays, c'est dommage pour la démocratie, mais bon, ainsi va la vie. Monsieur Ataï Guédégoui, vous avez 30 secondes. Je n'en dirai pas plus. Merci. Merci donc, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette édition du Club Média 7. Rendez-vous dimanche prochain à partir de 15h probablement. Je ne saurais vous donner l'heure exacte parce que nous sommes en train de suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Portez-vous bien. Bye bye.